étroit avec la muqueuse buccale. Sachant que la muqueuse buccale est une muqueuse qui est remaniée tout le temps, donc parfois on a des ulcérations, mais tellement la guérison se fait rapidement que ces ulcérations-là, elles disparaissent rapidement, on n'a même pas le temps de faire le diagnostic. Parfois aussi, cette même ulcération peut être un signe révélateur d'une pathologie d'ordre général. C'est un chapitre qui est très long, mais là, pour les étudiants, on a essayé d'évoquer les points les plus importants. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour toute pathologie de la muqueuse buccale, c'est très important de faire le diagnostic. Le traitement reste symptomatique, mais aussi, vous pouvez même orienter pour le diagnostic d'une pathologie d'ordre général à partir d'une lésion buccale. Il faut savoir que la muqueuse buccale est une muqueuse qui est constituée par un épithélium de revêtement qui repose sur un chorion et les deux séparés par une membrane basale. Cette action des endroits. On va d'abord évoquer les lésions élémentaires. Donc ça, vous l'avez fait en 3e année, mais c'est important de faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est qu'une lésion élémentaire? C'est la toute première lésion qui apparaît au niveau de la muqueuse buccale, ce qu'on appelle lésion élémentaire. Donc, c'est une lésion primitive, non modifiée de la teinte de la muqueuse buccale partant telle qu'elle apparaît à l'observateur. Par exemple, le patient vient, le jour qui suit l'apparition de la lésion, il vous dit, voilà, hier, j'ai remarqué sur ma muqueuse l'apparition d'une petite lésion. Donc, elle n'est pas modifiée, c'est la lésion primitive qui peut évoluer comme elle peut donc guérir. Elle peut être nette, permanente, ou alors moins évidente. C'est selon l'évolution, la zone d'apparition et bien sûr les thérapeutiques utilisées. Bien sûr, cette lésion-là, elle s'analyse premièrement par un examen clinique, par l'observation. Donc, on observe la lésion et bien sûr par la palpation. Est-ce que cette palpation retrouve un fond plat, un fond induré? Est-ce que cette palpation est douloureuse, etc. Et l'usage d'une optique est souvent utile, bien sûr, pour préciser certains caractères. Parfois, on a besoin d'une loupe afin de préciser certains caractères de cette lésion. Bien sûr, d'abord, dès qu'on a une lésion, il faut établir ce qu'on appelle un examen clinique, un diagnostic clinique, qui repose sur l'anamnèse, sur la topographie et principalement sur l'examen. Donc, cette lésion élémentaire primitive doit être bien sûr distinguée des lésions secondaires qui résultent d'une transformation spontanée ou provoquée de la lésion primaire. D'abord, on a une lésion primaire, comme je vous ai dit, qui peut guérir ou alors qui peut évoluer vers d'autres lésions. Elle peut prendre donc plus de volume, elle peut prendre plus de muqueuse, ou alors elle peut se transformer vers une autre lésion. Comme lésion élémentaire, on a plusieurs lésions élémentaires, on les a déjà fait l'année passée, mais ce n'est pas grave, on va faire un petit rappel. Il faut savoir distinguer une macule d'une plage ou un placard, etc. Quand on dit macule, c'est une modification de la couleur sur un diamètre de 3 mm, sans relief ni infiltration. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit macule, c'est un changement de couleur. C'est une petite partie de la muqueuse qui ne dépasse pas les 3 mm, qui change de relief, qui change de couleur, elle devient érythémateuse. Sans relief, elle n'a pas de relief et elle n'a pas d'infiltration. Lorsqu'elle prend beaucoup plus de volume, on parle de plage ou placard. Donc, lorsqu'on dit placard ou plage, c'est une modification de couleur qui dépasse
les 0,5 cm de diamètre. Ces lésions-là, elles peuvent être uniques ou alors multiples. Le plus souvent, c'est des limites qui sont bien nettes et peuvent être érythémateuses. Elles peuvent être blanches ou elles peuvent être pigmentées ou alors hypochromiques. Tout dépend du type de la lésion. Les signes subjectifs, donc les signes ressentis par le malade, c'est une impression de brûlure et d'agacement. Qui dit brûlure, ça veut dire qu'il y a une partielle exposition du chorion. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'épithélium qui a disparu. Donc, puisque le chorion, c'est un tissu conjonctif qui est richement vascularisé, innervé, la douleur, elle est ressentie. Donc, lorsque le malade vient vous voir, c'est pas par rapport au changement de la couleur, parce que parfois ça passe inaperçu, surtout lorsque le diamètre est entre 3 mm à 5 mm, c'est un tout petit diamètre. Il vient vous voir parce qu'il a une petite sensation de brûlure. Donc, il vous dit, voilà, à chaque fois que je m'alimente, ou alors même spontanément, j'ai une douleur. Donc, lorsque vous allez examiner votre cavité buccale, vous allez trouver une petite macule ou alors carrément un placard ou une plage qui correspond à une modification de la couleur de la muqueuse sans aucun relief, sans aucune infiltration. Cette lésion érythémateuse-là, elle est due à l'exposition d'une petite partie du chorion, ce qui donne cette douleur-là. À l'examen histologique, donc, elle répond à une dilatation capillaire sans extravasation des massifs. Ça veut dire qu'on a une dilatation des capillaires sanguins et parfois atrophie épithéliale est observée. Atrophie, ça veut dire c'est une diminution de l'épaisseur de l'épithélium. Voilà, regardez, sur une peau, on a une macule. C'est une petite modification de la couleur s'étendant sur un diamètre ne dépassant pas les 0,3, donc les 3 mm de diamètre. Lorsque c'est plus étendu, on ne parle plus de macule, mais on parle de placard. Maintenant, pour les plaques et les papules, c'est quoi une plaque? C'est quoi une papule? Regardez, voilà, une papule. Donc, c'est quoi une plaque? C'est quoi une papule? Les plaques sont des lésions saillantes et circonscrites, solides, qui ne contiennent pas de liquide. Donc, c'est des lésions comparées aux macules et plages. Les papules et les plaques sont des lésions saillantes. Elles prennent un certain volume, mais qui ne contiennent pas de liquide. On parle donc de plaques lorsque le diamètre dépasse les 0,5 cm de diamètre. Elles peuvent être en rapport avec une augmentation du diamètre de l'épithélium ou une augmentation du volume du chorion. Donc, ces papules-là, elles peuvent être soit chorio-épithéliales, elles sont bien limitées, elles peuvent être, dans ce cas-là, aussi érythémateuses, blanches, pigmentées, hypochromiques, etc. Les nodules, c'est comme une papule, mais ces derniers-là, le diamètre, il est beaucoup plus important. Voilà. C'est ça à quoi correspond un nodule, qui correspondent à une infiltration profonde du chorion par prolifération cellulaire. Il s'agit le plus souvent de tumeurs, qu'elles soient bénignes ou alors malignes. Maintenant, pour ce qui est formation nodulaire, d'abord, c'est comme une papule. Ça veut dire que le contenu est solide, mais qui dépasse 1 cm. Ça dépasse 1 cm, on ne parle plus de plaques, on ne parle plus de papules, mais on parle de nodules. Pour ce qui est formation nodulaire, lorsqu'elle est bien limitée, bien sûr, lorsqu'elle est bien limitée, donc, et sans le caractère infiltrant, donc là, on parle de tumeur bénigne. Lorsqu'il y a une infiltration, lorsque les limites sont mal déterminées, on parle donc de malignité. On passe maintenant aux lésions bulleuses, les bulles.
Les bulles, c'est des décollements épithéliaux qui sont arrondis ou ovalaires de taille variable et elles contiennent un liquide. Ce qui fait la différence entre une papule et une bulle. Une papule aussi, c'est une élevure de l'épithélium, mais il n'y a pas de contenu. La bulle, lorsqu'on parle de bulle, de lésions bulleuses, c'est des décollements épithéliaux et ça contient un liquide qui soit séreux, hémorragique, et leur présence, généralement, elle est très éphémère au niveau de la cavité buccale. Pourquoi? Parce que le toit est fragilisé à cause de l'humidité buccale et des traumatismes alimentaires. Et ces affections-là peuvent s'observer isolément ou alors s'associer à une éruption cutanée. Pour ce qui est de lésions bulleuses, pour la bulle, généralement, dès qu'elle s'éclate, on a un placard érythémateux qui peut se transformer vers une autre lésion. On va les voir par la suite. Les érosions maintenant. Les érosions, c'est une perte de substance qui est superficielle et qui est sans nécrose de tissu sous-jacent. Le fond de la lésion, il garde une couleur plus ou moins rouge. Érosion, c'est la couleur rougeâtre. Le caractère bien circonscrit avec une collerette épithéliale blanchâtre fait évoquer une érosion post-bulleuse. Regardez là, après éclatement de la bulle, on peut avoir ce qu'on appelle une érosion, qu'elle soit post-bulleuse ou alors post-vésiculeuse. Entre bulle et vésicule, c'est pratiquement la même chose. Donc la érosion, lorsqu'elle prend beaucoup plus de volume et elle prend de la profondeur, on parle plus d'érosion, mais on parle d'ulcération. L'ulcération reste une perte de substance profonde avec destruction de l'épithélium buccal et de la partie supérieure du chorion, contrairement à l'érosion où la perte de substance ne concerne que la partie superficielle de l'épithélium. Vous avez vu là la différence entre érosion et ulcération. Érosion, retenez, l'érosion, c'est une perte superficielle d'une partie de l'épithélium. Pour l'ulcération, c'est une perte, destruction de l'épithélium et de la partie supérieure du chorion. Donc, c'est une lésion qui est extrêmement douloureuse. Voilà. Voilà pour ce qui est des lésions élémentaires. Donc, lésions élémentaires, on a les macules et les placards. On a les bulles, donc on a, pardon, les bulles et les vésicules. On a les nodules et enfin, on a les érosions et les ulcérations. Parmi les ulcérations qu'on va étudier aujourd'hui, on va parler des aftes buccaux. Donc, les ulcérations buccales, elles posent surtout un problème étiologique, pouvant révéler des maladies locales ou générales très diverses et parfois graves. Donc, c'est pour ça qu'il est important de contribuer au diagnostic de ces maladies-là. Ça peut être des ulcérations isolées, ça peut être aiguës multiples, récidivantes et chroniques. On va les voir tout de suite. D'abord, on va parler des ulcérations isolées. Parmi les ulcérations isolées, on a les ulcérations traumatiques. Il s'agit le plus souvent d'une ulcération unique avec un pourtour moulé sur l'agent causal. Ça veut dire que là, lorsqu'on parle d'ulcération traumatique, comme son nom l'indique, c'est une ulcération qui est due à un traumatisme. Donc là, c'est une lésion qui est d'abord unique, regardez, avec un pourtour moulé sur l'agent causal. Ça peut être une prothèse dentaire mal adaptée. Ça peut être une morsure, surtout après anesthésie loco-régionale. Ça peut être une dent fracturée. Ça peut être une bague, regardez. Ça peut être un tube molaire. Ça peut être un fil orthodontique qui est mal adapté, etc. Par exemple, regardez, sur cette première image, on a un appareil orthodontique avec une bague, le tube molaire, et on a
le fil ortho. Là, ça peut être un agent traumatisant qui peut me causer une ulcération traumatique. Là, regardez, ce sont des traces de morsure après une anesthésie locorégionale. Une anesthésie locorégionale tronculaire au niveau de l'épine de Spix. On sait très bien qu'on a une anesthésie de l'hémilèvre, de l'hémilangue. Et là, lorsque le malade ne sent plus sa lèvre, il peut mordre une partie de sa lèvre. Donc, ça peut être une ulcération traumatique. Ou alors, regardez, une ulcération due à une fracture dentaire. Regardez, c'est une ulcération qui est moulée, ça veut dire que c'est le moule de l'agent causal. Là aussi, regardez, bord latéral de la langue. Ça veut dire là, à chaque fois que vous avez, par exemple, une ulcération, la première des choses à faire, c'est de chercher un agent causal. Ça veut dire, vous allez voir en regard de cette ulcération, est-ce que vous avez un agent traumatisant, un bord tranchant, une obturation débordante, une dent fracturée, un appareil orthodontique mal adapté, une prothèse mal adaptée, des crochets traumatisants, etc. Donc, dans tous les cas, il faut chercher un agent causal. Regardez par exemple cette dent, c'est une dent fracturée. On a une ulcération en regard de la langue. Là aussi, regardez, c'est une ulcération. Là, c'est une fracture dentaire. Là aussi, c'est une dent fracturée, on a une ulcération en regard. Donc, pour résumer, lorsque vous avez une ulcération isolée, la première des choses à faire, je dois d'abord chercher un agent causal. Qui, comme je vous l'ai dit, peut être un bord tranchant, une dent fracturée, une obturation débordante, ça peut être un appareillage orthodontique mal adapté, un fil dentaire traumatique, une prothèse dentaire qui est traumatisante, une épine irritative, etc. Il faut savoir que cette ulcération unique, dont l'agent causal est retrouvé, elle guérit au bout d'une semaine. Bien sûr, si la cause est traitée. Dans ce cas-là, il faut traiter la cause. L'utilisation de bains de bouche avec une solution saline ou une solution à la chlorhexidine peut aider à la guérison. La persistance de l'ulcération doit faire biopsier la lésion pour éliminer une cause néoplasique. Bien sûr, c'est tout à fait normal. La première des choses à faire, j'élimine l'agent causal et je contrôle. Si je vois que l'ulcération guérit au bout de 8 jours, ça veut dire que c'est bon, c'était une ulcération traumatogène. Si au bout de 8 jours, l'ulcération est toujours là, il faut explorer le terrain, surtout pour éliminer toute cause cancérigène ou néoplasique. Regardez par exemple pour cette femme, pour cette patiente-là, elle est venue consulter pour une ulcération du bord latéral de la langue qui ne guérit pas. Donc là, la première des choses à faire, on a examiné la cavité buccale. Ce qu'on a trouvé une dent, là, la 16 du haut, qui est fracturée du côté distal. Donc là, quelle serait notre conduite à tenir? Il faut éliminer l'agent causal, Puisque c'est une dent qui n'est pas récupérable, on a fait l'extraction de la dent. Au bout de 8 jours, regardez la réépithélialisation de la langue. Elle est presque complètement guérie. Donc, il a suffi d'éliminer l'agent causal. On passe maintenant à la deuxième ulcération qui est actuellement très rare, mais je vais quand même la citer, c'est la stomatite de Vincent. C'est une stomatite qui est avant causée par des agents anaérobies et qui était extrêmement douloureuse. C'est une ulcération diffuse. Elle est due à l'association fusospirillaire. Donc, les fusospiroquettes qui sont donc des agents anaérobies pathogènes. Elle se propage aux joues, aux lèvres et au palais, au pharynx, occasionnant ainsi une dysphagie. C'est une
Donc, c'est une affection qui touche toute la muqueuse, qui peut aller même jusqu'à l'oropharynx. L'état général, bien sûr, est fortement altéré avec des adénopathies douloureuses. Devant ce tableau-là, on demande toujours une formule pour éliminer toute hémopathie. Le diagnostic, il peut se faire par la démonstration des fusospirokétophroti. Ça veut dire que là, on fait un écouvillonnage, on fait un frottis et on envoie en bactériaux pour mettre en évidence les bactéries anaérobies. Là, bien sûr, le malade, il a du mal à avaler, il a du mal à manger, il a les douleurs, elle est très importante parce que l'ulcération, elle est diffuse. Mettant à nu donc le chorion, c'est normal que le malade ait mal. Dans ce cas-là, le traitement commence d'abord par l'ablation des irritants par un brossage doux à nettoyer à l'eau oxygénée, toujours associé des bains de bouche à la chlorhexidine qui est un antiseptique très important. On passe au traitement antibiotique, donc là, on privilégie un anti-anaérobie qui est le métronidazole ou le flagyl, qu'on peut associer à la pénicilline ou à la rofamicine. Bien sûr, là, les antibiotiques à germe anaérobie sont indiqués, ils sont actifs sur la face aiguë. Et les soins gingivaux-dentaires, pour ce qui est si le malade présente des gingivites, seront faits ultérieurement lorsque le tableau clinique passe donc sera refroidi. Voilà pour ce qui est la stomatite de Vincent. Donc, si on retient ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a fait les lésions élémentaires. Après, on est passé aux ulcérations et aftes buccaux. On a parlé de l'ulcération unique, donc qui est due à un agent qui a une étiologie locale. C'est toujours il y a un agent causal en regard de l'ulcération. Son traitement, c'est l'élimination de l'agent causal. On a vu la stomatite de Vincent, qui est une stomatite. Donc, lorsqu'on dit stomatite, ça veut dire qu'elle touche toute la muqueuse buccale, qui est due à des fusospiroquètes, des anaérobies, qui est actuellement extrêmement rare. Donc, son traitement repose essentiellement sur un traitement antibiotique anti-anaérobie et associé à la pénicilline. Et on va voir maintenant les ulcérations récurrentes. Lorsqu'on parle de récurrence, ça veut dire que c'est des ulcérations qui reviennent à chaque fois. Une ulcération qui revient à chaque fois, ça doit nous inquiéter. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un agent dentaire. Il faut explorer le terrain, explorer une pathologie d'ordre général. Donc, d'origine systémique, ça veut dire qu'elles ont une origine du système immunitaire. Un certain nombre de patients présentent un problème d'ulcération orale récurrente, s'échelonnant parfois sur une période de plusieurs années. Ça peut être donc ulcère aphtheux, ça peut être une aphtose bucco-pharyngée, maladie de B7, on va les voir. Ça peut être une leucopénie ou une neutropénie cyclique. Lorsqu'on parle de neutropénie, leucopénie, ça veut dire qu'il y a une diminution du nombre des globules blancs. Donc là, qui dit diminution du nombre des cellules immunitaires, le patient, donc le malade, développe facilement des ulcérations parce que son corps se défend mal. On a aussi ce qu'on appelle les ulcérations liées à la chimiothérapie. Certaines drogues chimiothérapiques, à chaque fois que le malade fait sa cure de chimiothérapie, on a apparition d'ulcération buccale. Ça veut dire que ce sont des ulcérations qui reviennent de manière cyclique, de manière récurrente, et elles sont dues à la chimiothérapie. On a aussi certaines maladies inflammatoires intestinales, comme la maladie de Crohn. Ce sont des malades qui sont sous corticothérapie au long cours, et on sait très bien que les corticoïdes et les immunosuppresseurs donc, affaiblissent l'immunité. De ce fait, le malade, même si l'agent pathogène n'est pas important, mais il développe facilement des ulcérations. On a aussi les malades qui présentent la maladie cœliaque aussi, qui peuvent présenter des ulcérations buccales récurrentes. Les anémies et les déficiences nutritionnelles aussi diminuent, donc affaiblissent
le système immunitaire. L'infection par le HIV, bien sûr, c'est un malade qui est immunodéprimé. L'insuffisance rénale aussi. Et le lupus érythémateux. On va les voir par la suite. Voilà, on va commencer par les aftes et aftoses. C'est quoi un afte? Un afte, qui dit afte, c'est un mot qui est grec, afta, et qui signifie ulcère ou alors brûlure. Ce sont des ulcérations qui sont relativement communes, mais l'étiologie reste inconnue. On a toujours parlé de l'étiologie de l'afte qui reste inconnue. Parfois, il est associé à une maladie générale. Parfois, il est unique, il vient et il disparaît, sans que l'étiologie soit mise en évidence. C'est une ulcération de la muqueuse buccale qui est la plus douloureuse. Le patient éprouve des difficultés à mastiquer, à déglutir et à assurer une hygiène buccale. Donc là, les aftes buccaux peuvent être isolés. Ça peut être un afte vulgaire, commun, aphthose bucco-pharyngée, ou alors s'inscrire dans le cadre d'une aphthose atteignant d'autres organes comme la maladie des Behçet ou la grande aphthose de Touraine, etc. Voilà. Donc, cet afte-là, il peut survenir isolément. On ne retrouve pas d'étiologie, ou alors il peut s'inscrire dans un tableau donc, une pathologie d'ordre général comme la maladie de Behçet. Le mécanisme d'apparition, il passe par 4 phases. D'abord, c'est la phase prodromique. C'est la phase qui est ce qu'on appelle phase douloureuse. Le patient commence à ressentir des picotements et des brûlures. Cette phase-là, elle dure moins de 24 heures. Elle est souvent absente dans la maladie de Behçet, on ne sait pas pourquoi. La deuxième phase, c'est la phase pré-ulcérative. C'est une phase qui est courte. Pré-ulcérative, ça veut dire que c'est une phase qui précède l'ulcération. On a une lésion érythémateuse, maculaire ou papuleuse, voire vésiculeuse. Tout dépend le système immunitaire du malade. Vésicule, si ça commence par une vésicule, tout de suite après, elle s'éclate, laissant à nu une lésion érythémateuse, voire une érosion. L'afte, là, s'ulcère de manière punctiforme ou lenticulaire, mais attention, il ne saigne jamais. On n'a jamais vu un afte qui saigne. Il y a juste une disparition d'une partie de l'épithélium, mettant à nu le chorion sous-jacent. Pour la base donc de l'afte, elle est légèrement, regardez, œdémateuse, souple, non injurée, sauf dans certaines variétés nécrosantes. La lésion, elle est très douloureuse, bien limitée, elle est peu profonde, arrondie ou ovalaire, avec un fond qui est nécrotique et recouverte d'une pseudomembrane entourée d'un halo érythémateux avec un bord surélevé. À la dernière phase, la douleur commence à diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une réépithélialisation. La lésion, elle, s'aplatit. Voilà, regardez. D'abord, c'est une simple plaque érythémateuse. Et après, on a l'érosion qui s'installe. Le fond, il peut être nécrotique, mais ne saigne jamais et il est entouré d'un halo érythémateux. On dit que l'étiologie, lorsqu'il est l'afte, lorsqu'il est isolé, l'étiologie, elle n'est pas connue. Mais regardez là, regardez l'état de la muqueuse, l'état de la gencive et l'état des dents. C'est une gingivite avec présence de dépôt arthrique, ça peut être la cause directe de l'apparition de cette afte-là. Voilà, donc c'est une lésion qui est ronde, ovalaire, elle est entourée d'un halo érythémateux avec un fond qui peut être jaunâtre. Le siège, il peut être au niveau des lèvres, du palais, la face interne des joues, sillon gingivolabial. La lésion, elle est non infiltrée, bien sûr, sans adénopathie.
Là, le diagnostic différentiel, on peut le faire avec l'ulcération traumatique, le chancre de syphilis buccale, etc. Là, c'était l'aphte isolé. À côté de cet aphte isolé-là, on a ce qu'on appelle la phtose commune. La poussée, elle est constituée de 1 jusqu'à 3 éléments. On peut avoir 3 aftes qui apparaissent au même moment, qui peuvent mesurer de 3 jusqu'à 10 mm. L'évolution, elle est spontanée vers la guérison, comme pour l'aphte isolé en 8 jours, et qui passe par 4 phases. La phase prodromique, la phase pré-ulcérative, la phase ulcérative et enfin la phase de guérison. Le bilan de l'aphthose commune reste là essentiellement étiologique et le traitement reste symptomatique. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de contexte donc bactériologique, on ne va pas donner un antibiotique, mais on va traiter, on va soulager le malade de la douleur. On doit donner un traitement symptomatique. On va le voir par la suite. Les poussées de l'aphte sont soulagées par l'application de topiques. On peut utiliser de l'anesthésique en gel, surtout avant alimentation pour que le malade ne souffre pas de douleur, des antalgiques, des bains de bouche à base de corticoïdes, etc. Voilà, regardez là, c'est une aphtose commune où on a l'apparition de 2 aftes au niveau du vermillon interne des lèvres supérieures et inférieures. L'aphtose multiple maintenant, lorsqu'on parle d'aphtose multiple, elle est rare. Elle peut être faite de 4 jusqu'à 10 éléments qui sont bien individualisés. On arrive à les compter. Regardez par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce sont des éléments qui peuvent aller jusqu'à 10 aftes bien individualisés. Parfois, ils peuvent confluer et donner un aphte géant. Ils prennent un aspect donc herpétiforme. Le bilan, il est essentiellement étiologique, essayant de retrouver les circonstances de déclenchement afin de pouvoir les éviter. Donc là, il faut essayer de chercher une étiologie. L'état général est conservé et là, bien sûr, le traitement reste symptomatique, mais ne réduise pas la durée de la poussée. Ça veut dire que l'aphte doit passer par cette durée-là, elle passe par les 4 phases. Voilà. L'aphtose miliaire, là, maintenant, pour l'aphtose miliaire, elle est beaucoup plus, le tableau clinique, il est beaucoup plus important. C'est une forme particulière. On peut avoir jusqu'à une centaine d'éléments aphtoïdes. Elle est bien sûr extrêmement douloureuse. Elle doit être différenciée d'une stomatite herpétique de primo-infection. Là, le diagnostic clinique parfois difficile, mais certains éléments peuvent orienter vers l'infection virale. Lorsqu'on a une confluence des éléments, regardez, là, dans l'aphtose miliaire, on a jusqu'à une centaine d'aftes, mais qui ne confluent pas, ou alors ils confluent rarement. Si c'était d'origine virale, l'origine virale, on sait très bien que ça commence par des éléments comme ça, bien individualisés, et après ça conflue en un seul placard ou en une seule plage, avec altération de l'état général, fièvre. Le traitement reste symptomatique. L'aphtose géante maintenant, la taille, elle est supérieure à 1 cm. Regardez, c'est géant. Et l'ulcération, parfois infiltrée d'œdème, parfois nécrotique et évolue sur plusieurs semaines, parfois sur plusieurs mois. Les signes fonctionnels sont importants, bien sûr, dysphagie, dysphonie, hypersialorée, due à la douleur. La douleur, elle est très importante. Dans ce cas-là, pourquoi? Parce que l'aphte, il est géant. Vous, donc, lorsqu'un malade vous consulte dans le cadre de l'urgence, vous devez soulager, bien sûr, sa douleur. Donc, on peut donner de l'anesthésique en topique, application donc avant de s'alimenter, 30 minutes avant l'alimentation, un type xylogel par exemple à 2% ou à 5%. On peut donner des bains de bouche à base de corticothérapie, donc des bains de bouche à base de corticoïdes pour soulager donc le phénomène inflammatoire.
On peut donner aussi du paracétamol codéiné, donc au palier 2. Avant, on donnait de la thalidomide. La thalidomide qui est un sédatif et un antinauséeux qu'on utilisait avant, 100 mg par jour, et qui donnait des résultats très satisfaisants. Mais ils ont, par la suite, ils ont remarqué que ce traitement-là, il donnait des malformations congénitales très graves chez les fœtus, pour les femmes enceintes qui les prenaient. Donc là, c'est un médicament qu'on n'utilise plus. On privilégie des corticoïdes locaux qui ont démontré leur efficacité. Par exemple, on donne un bain de bouche à base de corticoïdes, ça donne de très bons résultats. On va parler maintenant de la maladie de Behçet. Maladie de Behçet qui est une vascularite qui comporte des manifestations systémiques diverses dont les plus fréquentes sont cutanées, ophtalmologiques, articulaires et neurologiques. Et là, le diagnostic est clinique et repose sur un ensemble de critères qui sont essentiellement ceux définis par le groupe d'études sur la maladie de Behçet. C'est quoi une maladie de Behçet? Pour le critère de diagnostic, on va trouver des éléments. Donc, on trouve des ulcérations buccales qui récidivent, qui surviennent de manière cyclique, comme des aftes vulgaires, géants, miliaires, observés par le médecin ou le patient, avec une récurrence d'au moins 3 fois en 12 mois. Ça veut dire le patient, il vient vous voir, il vous dit, voilà, j'ai plusieurs aftes qui apparaissent et qui reviennent de manière cyclique. Chaque 3 mois, j'ai les mêmes aftes qui apparaissent. Et on a d'autres critères. Face à ces ulcérations buccales, on a des ulcérations génitales. On a des ulcérations aftoïdes au niveau des parties génitales, au niveau de la muqueuse génitale. On peut avoir aussi des lésions oculaires, comme une uvéite, et des lésions cutanées. On peut avoir un érythème au niveau du derme, ou alors des lésions papulopustuleuses, des nodules, etc. Donc là, regardez, pour diagnostiquer une maladie de Behçet, la première question qu'il faut poser au malade, lorsqu'il vous dit, voilà, j'ai des aftes qui surviennent d'une manière cyclique chaque 3 mois, vous allez lui poser la question, est-ce que vous avez la même lésion au niveau du reste de votre corps, au niveau des parties génitales? S'il vous dit oui, là, vous confirmez partiellement qu'il s'agit de la maladie de Behçet, plus la lésion oculaire, l'uvéite, plus la lésion cutanée. Le diagnostic, bien sûr, est fait essentiellement sur la base de l'histoire, comme je vous ai dit, l'affection rapportée par le patient et par la recherche des critères cliniques. Ça veut dire ulcération buccale, ulcération génitale, uvéite, lésion dermique, etc. Il n'y a pas d'examen de laboratoire spécifique et l'interrogatoire est fait de manière à reconnaître ou à détecter d'autres désordres comme bien sûr la maladie de Crohn, cœliaque, l'HIV, etc. Donc, là, les aphthoses buccales donc, sont classées selon 5 critères, selon bien sûr la taille, le nombre, la durée d'évolution, la fréquence des récidives. Maintenant, dans la maladie de Behçet, le traitement, il est pour nous, pour les médecins dentistes, lorsque le malade vient vous consulter, c'est qu'il souffre de douleur. Donc, vous devez soulager sa douleur. D'abord, vous prescrivez un bain de bouche. Donc, pour contrôler, bien sûr, les contaminations microbiennes et les infections secondaires, même si leurs bénéfices n'ont pas été confirmés. Donc là, on utilise des bains de bouche à base de chlorhexidine. Les corticostéroïdes aussi, ils ont montré leur efficacité. Personnellement, je les donne en bain de bouche. Ça veut dire si le malade présente une aphtose récidivante, ce qui est extrêmement douloureux, surtout lors de l'alimentation, je donne par exemple 3 comprimés de soluprède que le malade dilue dans un verre d'eau et il prend des bains de bouche 2 fois par jour à 3 fois par jour. Ça soulage considérablement sa douleur. On peut aussi prescrire des anesthésiques donc
en application locale, comme le xylogel à 2% ou à 5%, application sur la zone douloureuse, 30 minutes avant l'alimentation, ça va aussi soulager votre malade. Voilà. Mais là, attention, pour l'usage prolongé des corticostéroïdes, il peut favoriser la survenue de candidose. Ça veut dire que vous donnez votre bain de bouche 5 jours et on s'arrête. Sinon, pour chaque bain de bouche, s'il est prolongé, ça peut donc perturber la flore buccale. Voilà. Voilà pour ce qui est de la maladie de B7. On va passer maintenant aux lésions bulleuses. Lorsqu'on parle de lésions bulleuses, qui dit lésion bulleuse, c'est une bulle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bulle? La bulle est une collection liquidienne superficielle à contenu clair ou sérohématique. Donc, le contenu peut être clair ou sérohématique sur plusieurs millimètres de diamètre. Elle peut siéger au niveau de la peau ou alors au niveau des muqueuses. Il faut savoir évoquer une lésion élémentaire bulleuse ou alors devant une érosion post-bulleuse. Ça veut dire que si le malade vient avec une érosion, sachez que avant cette érosion, elle a été précédée par l'apparition d'une bulle. Que cette dernière s'est éclatée pour donner naissance à ce qu'on appelle une érosion post-bulleuse. Dans la dermatose bulleuse, donc on a d'abord ce qu'on appelle les dermatoses bulleuses non auto-immunes et auto-immunes. On va parler de non auto-immunes, on va parler de l'érythème polymorphe. Donc là, la maladie bulleuse de l'adulte jeune ou de l'enfant, c'est un développement d'une réponse immunitaire contre divers agents infectieux. Souvent, c'est l'herpès simplex virus qui est incriminé. Les manifestations post-herpétiques apparaissent généralement 7 à 10 jours après récurrence herpétique avec un début brutal. Donc, c'est une atteinte curative qui est caractérisée et caractéristique conduit au diagnostic. Ces lésions sont en cocarde. Ça veut dire quoi, cocarde? Cocarde, c'est une lésion qui a plusieurs aspects à l'intérieur. On va le voir. De 1 jusqu'à 3 cm de diamètre qui réalisent des papules centrées par une vésicule et entourées par un halo érythémateux. Ça veut dire que vous avez une papule centrée entourée par un halo érythémateux. Voilà. Voilà une lésion en cocarde. On a un aspect, un halo érythémateux, et on a une vésicule centrée. Voilà les lésions en cocarde, ce qui caractérise l'érythème polymorphe. Voilà une lésion en cocarde. Là aussi, on le voit. Un halo érythémateux, une vésicule centrée. L'atteinte des lèvres recouvertes par des croûtes sanguinolentes est très caractéristique. C'est le caractère viral donc, de l'érythème polymorphe. On a dit l'agent incriminé, c'est l'herpès simplex virus. Donc, on retrouve des érosions post-bulleuses. D'abord, c'est des bulles qui s'éclatent, laissant place à des érosions de grande taille, recouvertes de fibrines, et elles sont très étendues à la partie antérieure, mais également sur la face interne des joues, du voile, de la langue, etc., entravant bien sûr l'alimentation, l'ouverture buccale et l'examen. On peut avoir aussi une chélite croûteuse et hémorragique très fréquente. La rémission spontanée sans séquelles se fait en 2 jusqu'à 3 semaines. Ça veut dire dès que l'épisode viral est passé, le patient peut guérir. Mais au moment de l'apparition donc de ces érosions post-bulleuses, l'alimentation devient très difficile, l'élocution aussi, donc il conviendrait de soulager le malade. Le traitement aussi, dans ce cas-là, puisque l'agent causal, c'est un virus, le traitement symptomatique repose sur des antalgiques, des corticostéroïdes entopiques et l'application d'anesthésiques aussi entopiques. Donc là, la conduite à tenir, c'est une alimentation bien sûr qui soit liquide, semi-liquide ou une substitution. Donc là, on donne des fortifiants
Une hygiène bucco-dentaire correcte sera reprise, bien sûr, dès que possible, avec un brossage doux en utilisant une brosse donc très douce. Le traitement local symptomatique dans toutes les formes, le traitement local comprend donc la xylocaïne en gel en application sur les érosions, ça veut dire sur la partie douloureuse, des bains de bouche composés avec adjonction d'un flacon de xylocaïne à 5% dans la préparation. Ils sont prescrits avant les repas pour anesthésier la muqueuse. Donc là, la xylocaïne à 5%, elle peut être utilisée directement, mais attention, si c'est un enfant, il ne faut pas qu'il l'avale. Ou alors, on peut la mettre dans un bain de bouche et le malade se rince avant de commencer à s'alimenter. Dans les formes majeures, on rajoutera dans chaque verre de bain de bouche composé un comprimé de corticoïdes ou de célestine. Donc, ça donne un très bon effet, ça diminue considérablement la douleur. Dans les dermatoses bulleuses auto-immunes maintenant, on a la pemphigoïde bulleuse. Donc c'est la plus fréquente et elle touche beaucoup plus les sujets âgés. Elle peut débuter par un prurite généralisé ou alors par des placards eczématiformes, ça veut dire que c'est comme une eczéma, ou alors un urticaire. L'éruption caractérisée est faite de bulles, toujours tendues à contenu clair, souvent de grande taille siégeant sur une base érythémateuse. Là, pour l'atteinte, elle est beaucoup plus dermique. L'atteinte muqueuse, elle est rare, mais elle existe. Voilà, elle est rare, mais elle existe. Voilà, c'était juste pour les citer. Et enfin, on a le pemphigus vulgaire, qui est aussi une maladie rare qui touche l'adulte d'âge moyen. Le début, il est insidieux par des lésions muqueuses érosives toujours. On a des érosions, ça veut dire qu'on a une disparition donc d'une partie de l'épithélium laissant nue une partie du chorion, surtout buccal, entraînant une dysphagie et parfois un amaigrissement. Et là aussi, l'éruption cutanée typique, elle est caractérisée par des bulles flasques en peau saine. Ça veut dire que là, on a des bulles au niveau muqueux et nous avons aussi des bulles au niveau cutané. Sur la peau saine, rapidement rompue, laissant des érosions qui ne cicatrisent pas avec le signe de Nikolsky. C'est quoi ce signe de Nikolsky? C'est un signe pathognomonique du pemphigus vulgaire. Comment on le fait? Le signe de Nikolsky, regardez, c'est des bulles qui s'éclatent, laissant donc des érosions qui ne guérissent pas. Le signe de Nikolsky, c'est lorsqu'on frotte la muqueuse avec un abaisse-langue, il y a apparition d'une bulle qui s'éclate. C'est le signe caractéristique du pemphigus vulgaire. Le traitement, bien sûr, là aussi, ça repose sur les corticostéroïdes par voie générale pour la maladie elle-même, et on peut donner des corticostéroïdes donc en topique pour soulager un peu le malade de sa douleur. La dernière pemphigoïde, c'est la pemphigoïde cicatricielle qui est caractérisée par l'atteinte élective des muqueuses. Elle touche surtout beaucoup plus le sujet âgé. Elle se manifeste au niveau de la muqueuse buccale par une gingivite, une stomatite bulleuse ou érosive dans la cavité buccale. Une conjonctivite est associée avec risque de cécité par opacification cornéenne, et la gravité potentielle reste là, l'atteinte oculaire. C'est pour ça que pour cette pemphigoïde, il faut la prendre en charge dans les délais par l'administration par voie générale des corticoïdes ou alors des immunosuppresseurs. Tout dépend de l'évolution, la rapidité de l'évolution de la maladie. Voilà pour ce qui est une introduction à la dermatologie buccale. Donc, on a vu les ulcérations. Retenez, dans les ulcérations, on a l'ulcération unique et on a l'ulcération associée à un contexte, à une pathologie d'ordre général. Voilà. Le traitement, principalement, est un traitement qui est symptomatique afin de soulager le malade, qui repose essentiellement sur, bien sûr, des bains de bouche
corticothérapie en bain de bouche, de la xylocaïne en gel et surtout, si vous voyez que l'ulcération survient de manière cyclique, il faut toujours penser à envoyer le malade vers le médecin traitant afin qu'il explore s'il y a une pathologie d'ordre général ou pas. Voilà pour le cours. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions?